Librement Linux, c'est au-delà de Windows. C'était le pas bon, c'était pas le 2 minutes. J'allais courir comme d'hab. Bonjour à celui qui parle sur l'intro s'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et aujourd'hui, devinez quoi, je suis accompagné avec deux potes, deux compagnons, deux potes. Ça va être bien ça. Le premier, il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous connaissez Steve513v3, voilà, vous connaissez code promo depuis le temps qu'on le fait. Ça y est, il a abandonné Windows. Tout va bien. Salut Steve. Ouais. Salut tout le monde, ça va, je m'accroche. C'est pas facile parce qu'on a toujours envie de revenir sur le... Mais ça va, je tiens le coup. C'est comme la drogue. C'est ça, je suis en sevrage. T'es passé à Mac ? Oh putain, bon, celui qui raconte des conneries. Non, il fait pas que ça. Il fait des beaux articles également sur son blog numetopia.fr. Il tient également la rubrique Actualité et sortie de la semaine de ce podcast Librement Linux. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, le Tux Masqué. Salut le Tux. Bonsoir. Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde des solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site minecast.fr. Et dans ce numéro, vous retrouverez le billet de Steve, de l'actualité, mais attention, quelle actualité, elle est très chargée cette semaine. Également une petite météo sécurité, là aussi très chargé. Le dossier très chargé. Enfin, vous aurez compris. C'est un épisode très chargé. Merci à Enrique de Webbeat Music pour le générique et vous pouvez nous retrouver sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Et enfin, le petit copyright, cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale. Voilà. Il reste 10 secondes, c'est magnifique. Tu pouvais respirer entre-temps, on dirait. C'est ça, boire un coup, tout ça. Et nous sommes le dimanche 31 mars 2024 et il est 20h50 et 29 secondes. Tout va bien. On va pouvoir tout de suite enchaîner sur le dossier de Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. J'ai dit le dossier de Steve, c'est le billet de Steve. Et aujourd'hui, tu vas nous dire, ils sont marrants les geeks. Si. Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va, tranquille. Enfin, je vais pas non plus vous raconter toute ma vie sur le coup, mais enfin, je voulais simplement vous partager une petite histoire parce que qu'est-ce qu'on se marre avec notre petite équipe de programmeurs spécialisés. Non, vraiment, franchement, on s'éclate. C'est vraiment des élites d'efficacité, de savoir-faire. Vraiment. Allez, imaginez, vous voyez Tom Cruise et son équipe de Mission Impossible. Ah, j'ai regardé le dernier là récemment, oui. Ouais, c'est pas Tom Cruise en fait. Non, ici c'est Roger, 48 ans, fan de Star Wars, c'est d'un humour, mais alors là, d'un humour. Il est cocasse ce Roger, mais vraiment, figurez-vous que justement ici dernièrement, il a installé un print screen de l'écran bleu de la mort sur l'économiseur d'écran de Margaret de la Compta. Oui, alors je vous parle de Margaret. Alors Margaret, justement, vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé, Margaret c'est la petite pupute qui surveille tous vos faits et gestes et qui collecte un max d'infos pour ensuite tout revendre à l'équipe du marketing. Vous faites la corrélation, ça y est, bon. Résultat, eh bien l'équipe de logistique a dû remplacer le PC de Margaret et croyant que bien sûr toutes ces données étaient corrompues et donc on a tous eu droit à un retard de paiement sur notre salaire d'une semaine. C'est à cause de ça, parce qu'elle elle avait un économiseur d'écran qui faisait un écran bleu. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que j'en ris encore tellement que c'est drôle. Non, d'ailleurs, j'en ris, mais mon prêt sur la maison en a un peu beaucoup moins ri, je vous avoue. Mais bon, ça, voilà. Dans la foulée, c'est pas tout, parce que justement, on a aussi Maurice. C'est moi, oui. Maurice, calme-toi. Qui a eu d'ailleurs dernièrement la merveilleuse idée d'installer un VNC sur plusieurs machines du plateau. Avec l'autorisation naturellement de prendre le contrôle de la machine, évidemment. Sans demander l'autorisation en face, en fait. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et voilà qu'il s'est même permis d'activer la petite vidéo coquine
que Roger, donc le Roger de tout à l'heure, hein, et hésitez justement à regarder. Vous savez, c'est un peu comme quand tu reçois une vidéo comme ça par mail de ton pote et tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Est-ce que je peux cliquer pour l'allumer, sachant que mon écran de toute façon a vu tout le monde. Et ben voilà, donc ouais, on a toujours, en plus de ça, un de ses collègues toujours bien graveleux qui aime bien envoyer ces petites vidéos tordues bien cochonnes. Et puis voilà, résultat des courses, et ben ouais, on a toujours une autre collègue qui justement aime bien recevoir aussi ce genre de vidéos. Et bien d'ailleurs, vous avez remarqué que justement en parlant de ça, Roger, justement, doit aller systématiquement aux toilettes après avoir vu cette vidéo. Non. Coïncidence ? Non. Coïncidence ? Non. Je ne pense pas. Non, il y a des problèmes de vessie ou de prostate. c'est peut-être ça aussi finalement. Enfin, soit je m'égare, mais bon, voilà. En attendant, Maurice, on a profité quand même pour lancer cette fameuse vidéo. Et résultat des courses, en plein écran. Juste au moment où, malheureusement, le directeur du département venait saluer l'équipe. Ah, qu'est-ce qu'on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Enfin, pas tout le monde, pour tout vous dire. Parce que Roger, lui, il est toujours pas revenu. Ça fait plus d'1 an maintenant, d'ailleurs, je m'en inquiète un peu. Alors, pour terminer, je vais quand même aussi vous partager une des plus horribles mauvaises blagues qui s'est déroulée il y a quand même quelques années de ça, qui n'a absolument rien à voir avec justement notre équipe de bras cassés de geeks, je vous rassure, mais c'est une autre de mes équipes préférées justement. Je vous parle de mon équipe préférée, c'est-à-dire Playboy. Oui, vous avez bien entendu, je parle de Playboy, et plus particulièrement la branche qui s'occupe de son édition en Roumanie. Oui, parce que... Une édition là-bas en Roumanie. Je vous jure que c'est vrai, c'est authentique. Alors je vous passe naturellement la page centrale qui a fini par être collée au mur de ma chambre à l'époque. Je ne vous parle pas non plus des pages collantes, c'est pas la peine, on va éviter. Mais c'est plutôt de l'article qui a été publié et qui a été intitulé, et je vous raconte pas de blague, mais c'est authentique. Comment battre votre femme sans laisser de traces. Je vous jure que c'est vrai, c'est en fait écrit du point de vue d'un policier qui offre comme ça un guide étape par étape pour dissimuler les abus et suggérant même que l'abus sur votre femme pourrait les conduire à une meilleure vie sexuelle. Et c'est du vrai, c'est de l'authentique. Alors, le rédacteur en chef adjoint a plus tard insisté sur le fait que l'article avait été en fait un poisson d'avril, en précisant ceci, Don't try this at home. Donc vous aurez compris que finalement, n'essayez pas ça à la maison. Néanmoins, il faut dire ce qui est. L'article a quand même été condamné et bien sûr les réactions qui étaient tout à fait justifiées d'ailleurs ne sont pas fait attendre puisque les femmes ont défilé dans le centre de Bucarest pour protester. Alors conclusion justement. Mais ce petit billet d'humeur, les femmes. On dirait que oui. Finalement, c'est vrai que je me suis pas fait la réflexion sur le moment quand j'ai écrit l'article. Mais maintenant que tu me poses la question. Non, mais Marie, oui. Oui. Oh tiens, chérie, regarde ce que j'ai vu. Ah, c'est d'accord. C'est les dégâts collatéraux. Ah, ok. Mais merci. Tu vois, je fais un biais d'humeur et finalement, je donnais pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, je vais terminer quand même avec cette conclusion. On peut rire de tout, vraiment de tout. Enfin, presque, bien sûr, parce qu'il faut quand même pas déconner avec le versement de nos salaires en temps et en heure, s'il vous plaît. Merci Steve. Donc les geeks, mais t'appelles ça des geeks? Moi j'appelle pas ça des geeks. Oui, c'est parce qu'ils touchent un clavier et une souris. Ouais, mais non, attends, on a quand même des cadors quand on a l'équipe d'intervention logistique. Tu vois ce que je veux dire ici en Belgique? C'est carrément, tu vois, c'est un peu comme les ralentis. Vous avez les gens qui arrivent en formation de combat, comme les oies qui sont en train de voyager en migration, donc en triangle, en formation, ouais. Et qui avancent limite dans les halls comme ça au mode ralenti, tu vois. T'as plus qu'à en fait essayer d'imaginer une musique, c'est genre un peu Transformers ou un truc qui vient un petit jet de fumée là, ouais, un petit jet de fumée sur le dessous là pour donner un petit peu cet effet genre je sors de la guerre. Ouais. Mais ça c'est notre équipe de logistique. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont doués, ça veut juste dire qu'ils s'y croient vraiment, quoi. Voilà, quoi. Mon Dieu. Ouais, ça fait peur. Bon. C'est comme ça en Belgique, c'est comme ça. Ouais. Bon, les dommages collatéraux des blagues de geeks, qui font marrer certaines personnes, mais des fois ça peut faire des dommages collatéraux. Il n'y a pas que les geeks, mais c'est sympa. Merci pour cette. Je t'en prie. Merci pour cette parenthèse. J'espère que ces blagues vous ont fait sourire. Ou si vous avez d'autres anecdotes comme ça, n'hésitez pas dans le salon Matrix. Je pense qu'on peut se marrer. Voilà, il y a matière. En tout cas, il y a matière à se marrer. Très bien. Et ben, on va enchaîner tout de suite sur l'actualité. On va aborder 3 sujets aujourd'hui. Librement Linux, à vous, Cognac, l'actualité. Et le Tux, tu vas nous parler de
Canonical avec son support long terme. Oui, en fait, si vous ne le saviez pas, Canonical est l'éditeur de la distribution Ubuntu. Et tous les 2 ans, il y a une Ubuntu qui est un peu particulière, qui s'appelle une version LTS, qui sort avec un support à long terme. Ce support-là, il dure 5 ans pour le grand public. Pour les entreprises, on peut prendre une extension du support pour l'amener à 10 ans jusqu'à présent. Et depuis le 25 mars, Canonical a annoncé qu'en fait, il allait étendre à 12 ans ce support. Donc la version qui est encore supportée, qui devait bientôt dont le support allait bientôt se terminer, qui était Ubuntu 14.04 LTS, va être la première version à bénéficier de cette extension de support, et donc il ne s'arrêtera pas en 2024, mais en 2026. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce que pour faire durer... Pardon, excuse-moi, mais non, ça me fait rire. Ils sont en train de me dire que les versions LTS d'Ubuntu vont être plus longues que les versions de Debian sur lesquelles Ubuntu s'appuie. Ouais, mais non, en fait, Debian, elles sont déjà plus ou moins à plus de 10 ans. Je dis plus ou moins parce qu'il n'y a pas de temporalité tout à fait exacte. Oui, ils ne se donnent pas une échéance, oui, on est d'accord. Voilà. Mais en fait, déjà, une version Debian, elle est supportée, alors là, tout public confondu, au moins 5-6 ans, plus après pour les entreprises la possibilité de prendre un support étendu qui double la garantie de support. Donc on est à peu près, je pense qu'Ubuntu fait ça parce qu'ils savent que derrière il y a encore du support Debian, parce que comme on le sait tous, Ubuntu est basé sur Debian. Ouais. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui se poseraient la question, on dit que Debian est très lent à sortir des nouvelles versions majeures, Debian 9, 10, 11. Actuellement, on est à la 12, qui est sortie le 10 juin 2023. Simplement pour info, la version 11 était sortie le 14 août 2021. Donc, il y avait à peine 2 ans. Donc, on dit que les sorties de Debian sont longues. Pourquoi se rabattre sur une LTS qui encore dure plus long, ouais. Alors que Ubuntu se battait justement contre cette lenteur, tout compte fait. Mais en fait non, ils se battaient pas contre cette lenteur, ils se battaient contre le fait que la version stable de Debian embarquait des paquets anciens, des versions anciennes. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était des versions plus récentes. Donc, ils vont l'entretenir, tout compte fait, avec le LTS. Non, plutôt que ils l'entretiennent déjà en partie, mais en fait, plutôt que de se baser sur la version stable de Debian, Ubuntu est basé sur la version testing, oui, d'accord, qui permet d'avoir des paquets un peu plus récents. Mais derrière, entre la version testing qui est à partir du moment où la version 12 est sortie, la version 13 qui est la version testing actuellement, et en cours de développement, certains l'utilisent déjà plutôt comme une rolling release, avec des mises à jour sans arrêt des différents paquets et tout ça, mais elle est déjà assez stable pour être utilisée, pas en production, mais en tout cas pour des particuliers qui sont un peu joueurs, ils peuvent l'utiliser, et Ubuntu s'appuie dessus. Ce qui fait que derrière, ça donne une durée de vie, compte tenu de la durée de vie, parce que aujourd'hui on a un Debian 11, mais est encore supporté Debian 10, on a Debian 12 et encore supporté Debian 11 et Debian 10. Oui, tout à fait, on est d'accord. Okay. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ne prennent pas un pari énorme en allongeant 2 ans, puisque compte tenu du cycle de support de Debian, les noyaux, c'est surtout le noyau qui va être intéressant de maintenir, et quelques paquets critiques, Debian les assure la maintenance. Par contre, attention au dépôt testing, rolling release, on en parlera dans quelques instants dans la météo sécurité. Oui, tout à fait. Voilà. On va parler cette fois-ci d'un rachat de Canonical a priori, et également un petit changement majeur de Windows, le noyau NT qui pourrait être remplacé par un autre noyau dans Windows 13. D'ailleurs, ce sera pas Windows 13, mais 14, parce que 13, ça porte malheur, s'il te plaît. Oui. Donc en fait, pour rester toujours autour de Canonical,
Canonical, va être racheté par Microsoft, parce que Microsoft a un souci majeur. Ils ont sorti une version 11 de leur Windows, mais la version 11 de leur Windows va laisser de côté une bonne partie des parcs informatiques à cause du TPM et des exigences de matériel, surtout au niveau des processeurs qu'il faut qu'ils soient assez récents. Moins de 5 ans. Et donc voilà. Donc là, ils se disent merde, on va perdre pas mal de PC, surtout qu'il y a Google on vous en a parlé la dernière fois, qui essayait de se mettre en ordre de marche pour vendre leur Chrome OS pour les PC qui seraient pas capables de passer à Windows 11. Ils se sont dit bon, nous on peut pas rester comme ça, on va racheter une société qui va permettre de combler ce vide. Et donc, ils n'ont rien trouvé mieux que de vouloir racheter Canonical pour proposer, sur les PC anciennes non compatibles Windows 11, pour proposer Ubuntu. Parce que Ubuntu pourra continuer de tourner sur ces machines-là. D'accord. Et puis, c'est pas tout, parce que maintenant qu'ils projettent de racheter Ubuntu, ils se sont dit, merde, on voit que déjà pour nos serveurs et tout ça, on utilise pas mal de Oui, ils proposent des distributions Linux au niveau Azure, et tout ça. Azure, voilà, nous, on va aussi changer le noyau NT et on va faire l'économie de certains développeurs, comme ça, et on va proposer à la place un noyau Linux. Souvenez-vous, il y a quelques années, Microsoft nous disait qu'il n'aimait pas l'open source. Les anciens il l'avait déjà intégré avec le sous-système Linux en plus. Hein. Mais alors depuis le virage à Windows 11, ils aiment Linux, ils ont racheté GitHub pour l'open source et tout ça. Là, c'est une autre déclaration d'amour à ce monde qui zonissait il y a quelques temps encore. Mon Dieu. Ouais, ok. Très bien, c'est magnifique, j'adore. Steve, t'es content d'être passé sous Linux? Ouais, je pète de joie là. Non, mais vraiment, au sens propre comme au sens figuré, je pète de joie. Tu vas pouvoir retourner à Windows finalement. Ouvre la fenêtre. Pardon. Double sens, évidemment. Ok, très bien. C'est magnifique. Antarctique, cette fois-ci de Presse Citron, qui nous dit que voici pourquoi Xbox pourrait mettre fin à son système fermé. Ouais, disons que décidément on continue sur les informations Microsoft, parce que je sais pas si vous vous souvenez, Xbox appartient à Microsoft. Et donc en fait, le patron de Xbox évoque en effet la possibilité d'ouvrir les consoles de Microsoft, donc les Xbox, à des boutiques tierces, parce que il paraît que finalement c'est pas si rentable que ça. Et il faudrait le dire à Apple. Mon Dieu, bon bref, ok. Et que donc, pourquoi garder un monopole? On pourrait ils pourraient proposer des magasins comme l'Epic Store ou autres dans leur console. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Attends. Non, mais donc c'est ça, c'est Phil Spencer, d'après ce que je vois. Il dit que que une Xbox, tout compte fait, c'est un PC sous Windows, et que Windows, lui, n'a pas de barrière, de limite pour télécharger des jeux, donc il verrait pas pourquoi les consoles Xbox seraient également plus fermées et offriraient la possibilité d'installer des titres hors du store principal, ou pourquoi pas proposer d'autres stores. Non mais c'est incroyable. Presse Citron. Alors moi j'avais une théorie là-dessus, c'est que actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Apple est un peu dans la tourmente à devoir ouvrir ses plateformes avec le DMA, tout ça. Ouais. À d'autres magasins d'applications, de moins brider les développeurs en termes de fonctionnalités et tout ça. Et voilà. Donc Apple est dans la tourmente aux États-Unis et en Europe. Donc deux gros marchés importants. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire-là. Il y a un coup de bras de fer et tout ça. Comme par hasard, les autres géants de la tech se sont portés partie civile, on va dire, entre guillemets, contre Apple pour dénoncer ce verrouillage de la plateforme. Cette position dominante. Oui, cette position dominante, entre guillemets. Ouais, ok. Voilà. Et donc, moi, je me dis, peut-être que Microsoft, en annonçant cela, c'est de se dire, en fait, vous voyez, moi je suis un bon élève, j'anticipe les éventuelles poursuites qu'il pourrait y avoir contre moi, parce que bon, là, tout le monde s'intéresse au cas Apple, mais on pourrait s'intéresser au cas Microsoft, hein,
Il y a d'autres critiques à y faire, aussi bien sur les Xbox que sur les Windows, sur l'OS. Donc il dit bon on va commencer à lâcher du mest et comme ça faire oublier aux régulateurs de ces différents pays que nous on n'est pas mieux que Apple. D'accord. Voilà, c'est une théorie. Hein. C'était pas marqué dans la siècle, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça peut se tenir. Tu penses qu'ils auraient tellement peur que, ils commenceraient à faire des annonces comme ça? Disons que là, visiblement, les amendes que Apple devra payer se comptent en dizaines de milliards. Donc, c'est quand même des grosses amendes. Et donc, je pense que Microsoft, s'il peut y échapper, il va tout faire pour y échapper. Ouais, bizarre. Eh ben, dis donc. Bon, t'étais Xbox, toi, Steve, non? Ouais, j'étais. Ouais, non, j'étais, vraiment. Ouais, j'étais. Jusqu'à ce que j'apprenne ce que je viens d'entendre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il évoquait également, et j'avais lu un petit peu l'article en ce sens, où les utilisateurs, étant donné que le magasin était fermé, là, donc le choix des applications était fermé, les utilisateurs se tournaient volontiers plus, soit sur un jeu sur PC, soit des jeux sur smartphone, etc., où là, ils étaient un peu plus libres sur le choix des jeux qu'ils pouvaient utiliser. Donc, sur smartphone, en passant soit par le Google Play, soit par l'Apple Store. Oui, mais t'es pas restreint au magasin de Microsoft avec les accords de Microsoft. Tu vois ce que je veux dire? Non, par contre, il y a aussi, les développeurs sont toujours astreints à à payer une participation de Play Store ou de Apple. De Play Store, et voilà, qui s'élève aujourd'hui à plus ou moins 30% suivant les magasins. Ouais. Et que, d'ailleurs, Epic avait essayé de dénoncer, avait perdu à moitié, parce qu'on lui a donné raison sur une partie et tort sur une autre partie quand il s'est attaqué à Apple. Mais là, les développeurs, ils sont toujours astreints de passer par un magasin d'applications. C'est pas comme dans Windows où tu pouvais avant acheter un CD et installer ton jeu depuis un CD. Ouais. Il faut savoir, si vous êtes utilisateur du Play Store, par exemple, sous Android, et que vous recherchez que des programmes gratuits, même s'ils sont gratuits, il faut savoir que le développeur, pour proposer son jeu dans le store, paye également un abonnement auprès de Google. Donc c'est pour ça que certains développeurs, d'ailleurs, rechignent à mettre à disposition leur logiciel dans le Play Store et préfèrent utiliser, par exemple, la plateforme alternative F-Droid, où là, en effet, ils n'ont pas de redevance à payer. C'est la même chose pour l'App Store. Et on parle pas des commissions. Et c'est la même chose pour le Windows Store. Le Windows Store, ce qui est un truc d'ailleurs qui est assez étonnant, il y a certaines applications open source qui sont payantes dans le Windows Store. Parce qu'il y a les frais de publication et d'abonnement qui... Si, tout à fait. Et sans parler des commissions sur les ventes que tu pourrais faire du logiciel ou ce qu'on appelle des ventes in-app, c'est-à-dire dans l'application. Donc voilà, c'est décorrélé de tout ça déjà. Donc, si vous êtes sous Windows, déjà, vous avez tort, mais n'installez pas LibreOffice depuis le Windows Store. Téléchargez l'installeur depuis le site de LibreOffice, parce que sinon, il vous propose de payer, je crois que c'est 5 euros pour bénéficier de LibreOffice sous le truc. Par contre, le Office 365 il est gratuit. C'est une mafia ce truc, c'est vraiment une mafia. En sachant que le magasin d'applications existe depuis longtemps sous Linux avec les paquets, le gestionnaire de paquets, ça existe depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'esprit assez tordu pour proposer ce genre de financement. Il faut être malade pour penser à ce genre de financement. Non, par contre, le système Snap a été prévu pour pouvoir faire des microtransactions, c'est ça? Des microtransactions, voilà, contrairement au Flatpak. D'accord. Il faudra appeler un numéro d'hôtel. Je plaisante. C'est pour ça qu'il y a certains développeurs qui préfèrent le Snap plutôt que le Flatpak parce qu'ils peuvent faire payer leurs applications. Il faudra créer un compte sur 3615 Snap. Bien sûr, il y aura la double authentification. C'est bizarre de dire double authentification sur un service Minitel. Ah, c'est génial. Jamais j'aurais pensé dire ça. Bon, cherchez pas, le service Minitel n'a pas été remis en route. Voilà, allez, sur ces bêtises, on va enchaîner tout de suite sur les sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et tu vas nous évoquer 3 sorties. Ouais, en fait, je vais juste les évoquer parce que je vais pas en dire grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à en dire. La première sortie, c'est Blender, célèbre logiciel mixeur de cuisine.
Alors mixeur de cuisine, c'est parce que Cédric c'est devant la page qui nous propose justement, c'est pas une cuisine, c'est un salon, hein. Avec une belle photo d'un salon fait sous Blender. Donc Blender, célèbre logiciel qui permet de faire des effets vidéo, de l'animation 3D, etc., qui sort en version 4.1. Dans les nouveautés de la version 4.1, pas grand chose d'intéressant, des petites optimisations par rapport au cycle, donc qui sont un peu plus rapides, le rendu des cycles, l'ajout de nouveaux nodes dans le compositeur, la correction de bugs, la prise en charge de nouveaux GPU et de nouveaux calculs à travers les GPU, et voilà, grosso modo, pour les nouveautés. D'ailleurs, il y a tellement peu de nouveautés qu'il n'y a pas, pour cette version-là, d'habitude, dans les release notes, il y a toujours plein de belles images, des petites vidéos pour voir la puissance du logiciel. Bah là, à part des screenshots des nouveaux modules qu'ils ont ajoutés, il n'y a pas grand-chose. Tu me fais penser à une autre sortie de la semaine qu'on n'a pas notée, qu'on n'a pas évoquée, mais j'en parle quand même, vu qu'on a un petit peu le temps devant nous. La sortie d'une nouvelle Intel i9 qui évidemment est plus cher que les processeurs actuellement et que le gain de performance est simplement de, je crois, 1%, c'est ça 1%, c'est ça, 1%, ouais. voilà, c'est... Donc Blender, ce serait pareil, c'est 1% de nouveauté. Non, je n'irai pas là-dessus, ouais. parce que bon, déjà, il n'est pas plus cher, il est le même prix. À savoir, rien si vous ne participez pas au projet, si vous voulez pas soutenir le projet financièrement. Non, après, c'est vrai que cette information Intel, c'est assez phénoménal. On aurait pu l'évoquer, mais bon, ça faisait trop de GAFAM dans ce numéro. Ça, Très bien. Allez, justement, en parlant de Snap tout à l'heure, tu vas nous parler de Flatpak. Et oui, en fait, Flatpak qui est sorti, alors c'est une version mineure, hein, là c'est pas une version majeure, je le précise parce que généralement on parle que de version majeure, mais là c'est qu'une version mineure qui est la 1.15.7, mais par contre qui apporte une nouvelle fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante. La version 1.15.7 va permettre de supprimer automatiquement les anciennes versions des drivers. Vous savez, quand vous installez un paquet Flatpak qui nécessite de s'appuyer sur la carte graphique, il va installer le driver de la carte graphique au format Flatpak. Nvidia, Intel et AMD. Et donc là-dessus, moi j'ai constaté que en fait on empilait les versions de driver, mais que les anciennes versions n'étaient restées là et ça prend de la place. Et là, il fera le ménage pour avoir automatiquement que la dernière version disponible. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, on se rapproche de la gestion de paquets qu'on connaissait jusqu'à présent. Je sais pas, Steve. C'est bien de ne pas garder les versions, les historiques de pilotes. Je t'avoue, franchement, il serait peut-être temps effectivement de plus trop pourrir. Donc ouais, c'est une très très bonne chose, je trouve, très sincèrement. Il était temps, j'ai envie de presque dire, ouais, c'est ça. Il était temps. Il était temps. Bon, très bien. Tu vas nous parler de salon multimédia. Ouais. Non, pardon, de logiciel de salon multimédia. Après la cuisine, le salon multimédia. Excuse-moi, j'étais en train de feuilleter le catalogue Ikea. Ouais, en fait, donc là, il n'y a pas une nouvelle version, mais par contre, une information qu'il est important de prendre en compte, surtout si vous êtes sur Ubuntu ou ses dérivés officiels ou pas. Kodi, célèbre lecteur multimédia, Media Center, en fait, abandonne le PPA, le Personal Package, je sais plus le A pourquoi c'est. Applicatif, on dira, non application. Ouais. Application, voilà, Personal Package Application, qui permettait d'installer facilement des dernières versions de Kodi sur Ubuntu ou ses variantes. Qui installe Kodi sous Ubuntu? Non mais sérieux. Qui installe Kodi sous Ubuntu? Généralement, on connaît Kodi parce qu'on l'a installé sur notre Raspberry Pi, mais sur Ubuntu quand même. Si, moi j'en ai connu un. Roger, le fameux Roger. Le fameux Roger qui s'est fait virer, et puis voilà. Alors, vous inquiétez pas, vous allez toujours pouvoir installer la dernière version.
Attends, Si mais il y a vous une nouvelle l'utilisez. version. Depuis 2 ans, est-ce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie? Je me demande la question, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas survécu au Covid. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, ils ont annoncé qu'ils avaient arrêté, mais ça, c'était Un poisson 1er d'avril, c'est avril. ça? C'était un 1er avril qu'ils l'ont annoncé. Ouais, mais en fait, avec qui s'est vu Covid. confirmé, Oh mon Dieu. Non, depuis, on est bientôt la 22, là, c'est ça? Je sais plus, je suis en update j'ai- automatique, ouais, je sais plus. J'ai un peu perdu le compte, J'avoue mais que voilà. moi non plus, Mais je sais en tout cas... Pardon? Non, j'ai dit, je sais plus non plus. Je crois que je me suis arrêté à M comme Matrix. Et puis après, je sais pas. Ah, c'est vieux, ça, c'est la 19, Ouais, je mais c'est crois. quoi après les autres lettres? Oui, mais c'est quoi les autres lettres d'alphabet après, tu vois? Et ben M, après, N. M, N, O, P, Q, R, S, T, Ouais, mais U, eux, V, ils font W. pas... Ils suivaient l'alphabet, eux? Je Ouais, sais plus. ouais, puisqu'il y avait même la princesse Leia à un moment donné. Non. Ah oui, il y Ouais, avait la si, Leia, Si, oui. si, ouais, il y a eu... Ouais, Léa. Il y avait Leia, ouais. Les petits pervers qu'on est. Nom de Dieu, quoi. Non, qu'est-ce que c'était la lettre ici? Putain, je sais pas. J'aimais bien les pains au raisin qu'elle avait dans les cheveux. ouais, ok. Je suis en train de chercher l'information en oui, même mais temps, pendant en que, direct. oui, non, mais tu fais bien, Pendant tu que fais vous bien. meublez et que je Donc, vais dire la bonne nouvelle, c'est que Donc tu aimais derrière... bien tu aimais bien les macarons en pain raisin des cheveux de Léa. Non, c'est les pains au raisin qu'elle avait sur les côtés. D'accord, D'ailleurs, ok. dans un épisode de Friends où Oui, tout à fait, Rachel je confirme. se met en mode Leila justement pour séduire Ross et justement, alors je sais pas si elle met des bretzels ou je sais pas quoi pour faire justement. C'est vraiment le truc qui m'a vraiment pas du tout. Moi, je pensais plutôt que tu allais me parler de son bikini, quoi. Mais enfin, là, Non, les pains en raisin, c'est très bon. Mais c'est pas des pains en raisin, c'est des bretzels. Oui, Ouais, pain en raisin, bretzel, je veux dire dans le noir tu vois pas la différence. nous, on appelle ça des macarons aussi, hein. C'est bien aussi, hein. Alors, t'es à quelle lettre là-dessus, le texte? Donc j'en sais rien, je sais pas quelle lettre, mais c'est la version 21 qui va sortir. Et donc je disais que la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez quand même installer la dernière version, parce que Codis abandonne le PPA, mais... On est à N, porte- Nexus, voilà, N, Nexus, la 20.5. Oh mon dieu, elle a mis du temps à sortir celle-là. Nexus. porte ses efforts sur le Flatpak. D'accord. D'accord. Voilà. Et Alors, la mauvaise prochaine, c'est nouvelle la pour Omega. Ubuntu. C'est la 21 Omega. Pardon. Et la RC2 est déjà sortie si vous voulez la tester. On va y arriver. Pardon. On te savonnait la news là. Ouais, oui, là, c'est foutu, là. Je sais pas comment est-ce qu'il va la reprendre, mais. Non, je sais plus quoi dire, c'est mort. Ça y est. Bon, et moi si je reprenais le conducteur à force d'aller chercher des conneries à droite à gauche, et ben on a fini sur les sélections de la sortie de la semaine. On va pouvoir enchaîner, pas sur le dossier, mais c'est tout comme, c'est la méthode de sécurité de cette semaine. Et sacrée sécurité. Librement Linux, Votre Logitech a été mise à jour avec succès. Ou pas tout à la fait. météo sécurité, Ou pas tout à fait. Où il y a encore beaucoup de brèches. La méthode sécurité, on va aborder 3 points. Le premier, le deuxième et le troisième. Jusqu'ici, tout va bien. J'espère que Wow. vous me suivez. Putain, j'ai un mal de crâne, là. J'ai un mal de crâne. Hein, putain, Attention, restez concentrés. Le premier, c'est une faille de sécurité qui a été repérée sur du matériel et notamment les processeurs de chez Apple. Apple a fabriqué eux-mêmes ces processeurs pour dégager Intel Co. Et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire leur propre puce sous la marque Silicon, je sais plus quoi d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire. Et ils ont sorti donc les versions M1, M2, M3. Et là-dessus, une faille donc a été repérée. Alors, il y a faille et faille. Le problème, c'est que c'est une faille matérielle. Donc, même avec un patch logiciel, on peut pas corriger cette faille. Pourtant, il y a un patch qui est sorti, vous allez me dire, ceux qui sont un petit peu alertes. Et oui, c'est vrai, il y a un patch qui est sorti. Steve, tu voulais me dire quelque chose ? Non, pas du tout. Non, j'ai envoyé un petit message pour dire c'est moi ou ça compresse à mort. Mais c'est juste parce qu'en fin de compte, je t'entendais avec beaucoup de... Mais tracasse, tout va bien. C'était un truc en off pour nous, ça, tu vois. C'est pas censé apparaître il faut pas dans que je le dise en podcast. public. Vous m'expliquerez un jour comment ça marche, les MP.
Tout va bien. Non, mais j'ai entendu un souple, c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, il a levé la main. Non, je sais pourquoi. C'est parce que je suis encore avec le satellite, et là aussi, tu changes de satellite. Ouais, il y a un putain de corbeau qui est encore en train de passer au-dessus de ton satellite. Ouais, c'est ça. D'accord. Par contre, là, j'ai entendu le Lightning, et ça, c'est le truc qui c'est moi qui m'amuse, parce que pour voir si ça marchait bien. Tant qu'à faire. Voilà, ils m'ont savonné la news, c'est parfait. Ta réflexion pour une main non levée. Voilà. Bon, super. Donc la news est bien savonnée. Maintenant, on va pouvoir avancer. Non, mais je comprends. Ouais, je dois laguer. Je continue. Donc, parce que par contre, les auditeurs, eux, ils n'entendent pas le lagage, la compression, tout ça. Eux, ils ont une piste clean. Donc, je parlais des processeurs M1, M2, M3 qui comportent une faille de sécurité au niveau matériel. Malgré tout, Apple a publié un patch de sécurité pour atténuer, c'est ce qu'on appelle l'atténuation de la faille pour éviter qu'elle soit exploitée par d'autres logiciels. Mais toutefois, elle peut être exploitée à une seule condition, si vous êtes physiquement sur la machine. Bon, ça va aller, hein. L'exposition de la faille, comment dire, elle est un peu compliquée. Et ça ne vous rappelle pas une faille qui a ébranlé toute la planète entière il y a quelques années sous Meldon et Spectre. Et voilà, ouais, c'est beau. Et moi, je me souviens que Apple disait avec nos puces, pas de risque. Ben voilà, c'est raté. Rigoler. C'est raté. Donc la prochaine fois... Là, je lève vraiment la main, par contre. D'accord, ben tu attends que je t'interroge, s'il te plaît, Stevie. Tu restes à ta place et t'arrêtes de bavarder avec ton camarade. Donc, mais là, ben ouais, on sera obligé d'attendre le M4 ou le M5 pour que la faille soit corrigée matériellement parlant. Bon, ça va, ne jetez pas votre Apple pour un Intel ou un ARM. Petite question. Quand on avait corrigé Spectre Enco, ça avait diminué les performances des processeurs parce que tout à fait. voilà. Est-ce que là la correction va diminuer les performances? En fait, là, pour Spectre et Meldon, c'était la faille était dans la prédiction en fait des résultats des calculs. En fait, le processeur, au lieu de vous faire un calcul et de vous donner le résultat, il en faisait 3 ou 4 de manière parallèle. Mais en fait, il faisait de la prédiction sur le calcul suivant, mais au lieu de faire une seule prédiction, il en faisait 5. Et il disait parmi les 5, il y a forcément un des calculs que l'utilisateur ou le logiciel va me demander. Et donc c'était comme ça. Le problème, c'est que là-dedans, on pouvait taper dans la mémoire et voir ses prédictions et donc deviner ce qu'il y avait en mémoire de calcul. Donc en effet, le patch permettait de désactiver cette fonctionnalité. Donc la prédiction n'existait plus, donc le pré-calcul n'existait plus, et donc c'est comme ça qu'on ralentissait en fait les performances du processeur. Là, c'est simplement une faille où on vient consulter des informations en se mettant au milieu d'un bus, je crois, si j'ai bien compris la news. Donc c'est pas, non, ça changera pas la face du monde. Le problème, c'est que si un pirate est physiquement sur la machine, il peut voir, je crois qu'il peut voir la clé de déchiffrement, un truc comme ça. Enfin voilà. Bon, je connais pas tout en détail, mais bon, c'est pas non plus hyper critique. Ça va aller. C'est bon, vous pouvez continuer à faire vos feuilles Excel. Il y a pas de souci. C'est marrant, c'est marrant parce que en réalité, ils sont carrément en train de dénoncer eux-mêmes qu'ils ont une faille de sécurité où tu as besoin de l'intervention humaine sur la propre machine pour en tout cas exploiter cette prétendue faille de sécurité. Et moi, ça me fait penser carrément à autre chose. C'est à toutes les consoles de jeux vidéo qu'on a justement exploité de cette même manière, que ce soit les toutes premières Xbox de première génération, ou la PlayStation 1. Exactement. Et c'est marrant de voir que c'est un peu trou de balle quand même de dire, hey les gars, on a une faille. Bah tu vas me dire en même temps, qu'est-ce que tu veux pouvoir exploiter comme faille de sécurité si tu as l'intention, physiquement parlant, d'exploiter cette machine. Enfin, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait y faire, mais c'est vrai que si tu la transposes du côté de la machine, du gaming, en tout cas de la console de jeu, je crois que on a plutôt tout intérêt à se taire et pas non plus balancer. Oh tiens, en fait. Après, c'est à double tranchant. PlayStation, ou Xbox, c'était critique parce que eux, ils voulaient protéger en fait le secret industriel, la protection des jeux, etc. C'est pour ça que ils voulaient chiffrer ça. Apple, eux, c'est plutôt d'en dire, même les composants internes sont chiffrés. Si quelqu'un y accède, il pourra pas accéder à vos informations de calcul, etc. Là, c'est loupé. Mais après, il faut évaluer la criticité. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui peut voler des données? Non. Bon, d'accord. C'est pareil, à un moment, on disait, oui, il faut chiffrer vos disques durs et tout ça. Et en fait, il y a une réticence de la majorité des geeks, entre guillemets, qui dit, oui, mais si vous chiffrez le disque dur, vous perdez la clé de chiffrement. Il y a même pas de récupération. Vous savez, les outils de récupération qu'on peut faire quand ça se vautre, etc. Là, c'est mort, c'est foutu.
terminé. D'ailleurs, Apple joue là-dessus. Quand ils veulent effacer un disque dur, qu'est-ce qu'ils font? Ils effacent la clé. Ils effacent pas le disque dur, ils effacent la clé de chiffrement. Donc après, t'as des 0, des 1, tu sais même pas à quoi ça correspond. C'est clair. Voilà. Donc après ça dépend où tu mets le niveau de sécurité. C'est voilà comme Microsoft quand ils ont inventé le système d'exploitation, chiffrer des informations ou faire des comptes informatiques, ça sert à quoi? Un ordinateur, c'est un ordinateur personnel, donc peut pas y avoir plusieurs personnes qui peuvent accéder à un ordinateur. Tout à fait. Donc faire un compte, ça sert à rien. Bon, ils sont revenus dessus entre-temps. Voilà. Donc après voilà, ça dépend. Pour Apple, c'est critique dans la mesure où ils peuvent plus jouer sur ce tableau-là. De toute façon, en sécurité, je pense qu'il y a un truc qu'il faut apprendre, c'est savoir rester humble. Il faut arrêter de dire on est les plus forts. Alors, ça peut s'entendre au niveau commercial, mais aujourd'hui, les gens qui parlent de sécurité, t'as pas intérêt à dire que t'es le plus fort, parce que tu te fais dégommer derrière. Ouais. Et même les plus forts se font dégommer. C'est un peu critique. J'ai pas utilisé ma virgule aujourd'hui, je vais l'utiliser maintenant. On va parler d'ENT. ENT, ça veut dire quoi, ENT? Vous savez? Non? En fait, tu l'as dit off et je l'ai oublié entre-temps. Eh ben moi aussi. En tout cas, c'est le ENT est utilisé dans tous les établissements français, collèges et lycées, qui est en fait le portail numérique des collégiens, lycéens et des enseignants. Normalement, sur ENT, on retrouve l'agenda, le planning des élèves, et on retrouve également une partie messagerie qui permet aux élèves d'échanger entre eux, ou les parents d'échanger avec l'équipe éducative, ou les élèves d'échanger avec l'équipe éducative. Donc je parle enseignants, administration, CPE, etc. Et cette ENT, on en parle énormément cette semaine parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment des messages. Enfin, ENT aurait été piraté. En fait, ENT pour espace numérique de travail. De travail, merci pour cette précision. On reviendra dans quelques instants sur l'aspect piratage de ENT, parce que c'est très marrant ça aussi. Et donc aurait été piraté pour diffuser des messages assez violents, hein. On parlait de décapitage, de bombes déposées dans les établissements, etc., qui auraient été diffusés à l'ensemble des élèves de certains établissements. On parle de plus de 150 établissements. La ministre de l'Éducation a été intervenue vendredi pour annoncer que les ENT allaient être fermés. Dans l'immédiat, je peux vous annoncer que déjà ce dimanche 31 mars à 21h29, les espaces numériques de travail ENT ne sont toujours pas fermés, les messageries ENT ne sont pas fermées et que les élèves peuvent écrire aux autres élèves sans souci pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle. Donc 3 jours après l'annonce, il n'y a rien qu'à changer. C'est important que je dise ça parce que moi, en tant que parent, j'ai également à cet aspect, à cette plateforme ENT avec mes identifiants en tant que parent. Et la première chose que j'ai constatée quand on en a parlé vendredi et je revérifiais samedi, j'ai dit mais pourquoi ils ferment l'espace d'échange de messagerie? Parce que moi, quand je veux écrire à des élèves, quand je regarde la liste des élèves, elle est vide. Donc je peux pas envoyer un message à tous les élèves. C'est juste pas possible. J'ai pas cette fonctionnalité. J'ai demandé à un de mes fils, lui, il a la possibilité. Donc son compte élève peut écrire à d'autres élèves. Les parents, eux, ne peuvent pas. Donc ça, c'est déjà important de comprendre ça. Je vous ai dit que j'allais revenir sur l'aspect piratage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les geeks, hein, je crois qu'il y a un gosse qui a 17 ans, comment ils ont réussi à accéder à ENT pour envoyer un message aux autres élèves? En fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle du phishing ou de l'arnaque sociale. Ils ont pu récupérer un login mot de passe d'un des élèves qui utilisait ENT. Ils les ont utilisés pour entrer sur le portail numérique. Et vu qu'ils avaient un accès élève, ils ont pu écrire aux autres élèves. Voilà le piratage, c'est magnifique. Il y en a qui pensaient qu'il y avait une grosse faille de sécurité. Et je l'ai entendu dans les news qu'il y avait des failles de sécurité, mais il n'y a pas de faille. Si, la faille de sécurité, c'est les élèves qui soit ne font pas attention à qui ils communiquent, d'ailleurs il n'a pas à communiquer ses identifiants, ENT, ou qui font pas gaffe quand ils saisissent leur identifiant ou leur login mot de passe est trop simple, ou ils ont dû le communiquer à quelqu'un sans faire exprès. Bon. De toute façon, pour résumer, et c'est pas que sur ENT, c'est pour n'importe quel système d'information, la pire faille de sécurité, c'est l'humain qui est devant. Non, c'est pas l'humain, c'est la chose qui est entre le clavier et la chaise. Waouh. Comment on va se faire déglinguer juste pour cette phrase?
Voilà. Le problème, il est souvent entre le clavier et la chaise. Voilà. C'est pas l'ordinateur qui est stupide, c'est pas le système qui est mal ficelé. Le problème, il est entre le clavier et la chaise. Voilà. Bon, alors bref. surtout, n'hésitez pas à faire vos réactions sur le salon Matrix, hein, surtout avec grand plaisir, hein, toujours avec bienveillance, bien sûr. Cédric, c'est là pour vous répondre. De toute façon, ne vous inquiétez pas. À votre service. Ouais, non, mais je comprends parce que moi j'ai un chat qui est à ma place, donc ça peut être Donc le bug est bien entre la chaise et le clavier. Très bien. Et dernière news, celle qui fait tant de bruit depuis 24 heures, c'est allez, je vais la faire très courte en 2 mots. Faille SSH. Voilà, ça y est, j'ai paniqué tout le monde. Tous ceux qui sont sous Linux disent putain, il y a un problème avec SSH. SSH, pour faire simple, c'est ce qui permet de se connecter à un ordinateur distant. Voilà, c'est le terminal, mais de version distante. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et là, on va remettre l'église. Ah, j'ai un téléphone qui sonne, je sais pas où il est. Mais j'ai pas de téléphone avec moi, c'est qui fait bip bip? Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le vendredi 29 mars, donc c'est pas bien vieux, hein, le 29 mars, il y a un petit ingénieur chez Microsoft, encore eux, mais ils peuvent pas s'occuper de Windows, ils s'occuper de Linux, je crois que là il a bien fait. C'est normal, ils vont bientôt intégrer Linux, il faut bien qu'ils s'en occupent. Donc Andres Freund, je sais pas de quelle nationalité il est, mais c'est compliqué à prononcer. Oh, pour ça doit être certainement quelque chose comme portugais ou ouais, polonais, un truc comme ça. Ouais, certainement, ouais, un truc dans ce goût-là, oui. Ouais, bon, allez, c'est ça. Allez, on fait du délit de faciès. Entre la Pologne et le Portugal, il y a quelques kilomètres de différence. C'est à droite des États-Unis, voilà. Ça se trouve, le pauvre gars, il est sur le continent américain. Bon, bref. Ouais, c'est ça, il vit à New York. Rien à foutre, les gars, je suis belge, qu'il a envie de vous dire, tu vois. En tout cas, cet ingénieur chez Microsoft a identifié la présence d'une porte dérobée, une backdoor en anglais, sur un logiciel qui s'appelle XZ-Utils. Très bien, on a dit ça, on a tout dit. Cette porte dérobée, donc le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça permet de briser les connexions SSH chiffrées. Alors, je vous ferai pas la démonstration parce que voilà, je l'ai pas lu. Il est américain, il vit à Los Angeles. À San Francisco, pardon. Voilà. Pologne, San Francisco, c'est la même chose. Oh, c'est pas loin. Et avec un cargo qui arrive à passer les ponts, ça passe tout bien. Putain. Et il a des origines allemandes. Ah, ben voilà, j'avais raison. Tu vois qu'on n'était pas loin. On n'était pas loin avec la Pologne. Allemagne, voilà. Historiquement, on n'était pas loin avec la Pologne. On a refait son historique, le pauvre. Non, mais vous tapez son nom sur Internet, vous tombez sur son compte LinkedIn et il y a tout raconté dessus. Voilà. Il travaille bien chez Microsoft, quand même, rassure-moi. Il travaille bien sur Microsoft. Oui. Très bien. Donc Andres, donc il a déclaré ça et il y a une CVE, donc ça veut dire que c'est bien un bug ou un problème de sécurité qui a bien été déclaré. C'est la CVE 2024-3094 a bien été publiée le 29 mars 2024 à 18h34 UTC. On y reviendra dans quelques instants sur l'UTC, c'est très important. Le problème, c'est que cette faille de sécurité, SSH, concrètement, c'est répandu sur toutes les machines. Je pense qu'il n'y a pas une seule machine qui n'a pas SSH d'installer. Donc on se dit, mon Dieu, ça y est, on est dans de beaux draps, on va se manger des problématiques derrière. Sauf qu'en creusant un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la version de XZ qui est impactée, c'est la version 5.6.1. C'est une nouvelle version qui vient d'être poussée. Et en fait, en regardant de plus près, cette version n'a pas eu le temps d'être déployée, j'ai envie de dire, dans les distributions normales, à déploiement, on va dire, normal. Par contre, toutes les distributions qui sont en version testing, build, stream, mise à jour continue, etc., elles, malheureusement, dès qu'il y a un truc qui est publié, paf, elle le pousse sur le poste des utilisateurs. Et évidemment, généralement, quand une CVE est publiée, ça veut dire que tout le monde déjà a été averti au moins 24 heures auparavant et se sont préparés à rétrograder. Et c'est ce qui s'est passé. On parle de Fedora, en version 40 et 41, qui étaient déjà en préparation. C'est pas encore distribué. Le Tux, tu parlais également d'autres distributions, je les ai pas notées. Tu les as de tête ou pas du tout?
Attends, Il y avait je Ubuntu retrouve, testing, évidemment. Il y avait... non, Ubuntu justement, non. Il y avait les Debian testing et seed qui testing, ont été pardon. concernés, mais le downgrade a été proposé. Ouais. Kali Linux, Gentoo, D'accord. et bien entendu toutes les distributions basées sur Arch. Super. Arch incluse. Et macOS. Eh ben oui, macOS, je vous rappelle, noyau Unix, tout ça, machin, enfin je vais pas vous refaire l'histoire non plus, quoique ce serait intéressant. En fait, essentiellement le gestionnaire de paquets Homebrew. Alors je suis pas expert macOS, mais il y a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Homebrew. Et à l'intérieur, la version déjà 5.6.1 de XZUtis avait été déjà déployée là-dedans. Donc évidemment, Homebrew a également rétrogradé l'utilitaire en version 5.4.6. Donc utilisateur de macOS, vous avez peut-être une explication de ce rétrogradage. Voilà, donc oui, c'est important, il faut prendre conscience de cette faille. C'est important aussi de pas se lancer, de comprendre que sur des machines de prod, des machines sensibles, c'est important de pas partir sur des versions stream, des versions testing, des versions en mise à jour continue, parce que peut y avoir du rétro-pédalage pour des problèmes de sécurité, entre autres, également de stabilité, mais là c'est plus un problème de sécurité. Voilà. Et voilà ce que j'avais à dire. Vous voulez compléter quelque chose sur ces infos sécurité ? Non ? Bon, je pense que tu as été bien complet. Bien complet, clair, pas trop technique. Voilà. Ça va, j'aime bien des news comme ça. Super. Eh bien écoutez, juste à temps pour enchaîner sur le dossier de la semaine. Librement Linux, le dossier. Ça ne vous aura pas... ça vous aura pas échappé. On a changé d'heure, dimanche 31 mars. À 2h du matin, il était 3h. Et quand vous vous êtes réveillé, vous êtes demandé s'il était 7h, 8h. Enfin, voilà. Il y a toujours un flottement, le dimanche matin quand on se réveille, c'est mince, est-ce que ma tablette et mon téléphone se sont mis à jour? Ouais, en fait, non, moi je m'en fous. Sur le temps qu'il va, comme il vient. Je verrai ça le lundi. On verra bien si je suis à la bourre ou pas. Là, ça me fait penser, il faut que je décale l'heure du four et du micro-ondes. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, on est bien d'accord. Il est quelle heure chez vous en ce moment même? Sur votre PC, il marque quelle heure là? 21h38. 21h38, eh bien, comme quoi, finalement, si, je suis mon PC dans ma Batcave sous Linux, il est 22h38. 22h. J'ai pas encore passé mais toi, tu dois être en heure allemande, mais de 1945 en fait. À mon avis, je dois être pas loin, tu vois. Non, mais c'était plus 1 heure, c'est pas plus 2 heures. Non, mais je sais pas. Mais T'es pas en Russie. Mais je sais pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, je viens de réaliser, parce qu'en fait, on parle justement de ça, et je suis en train de me dire, mais putain, il est 22h38. J'ai pas sommeil. Mais non, c'est pas poste, quoi, tu vois. Et je suis en train de regarder, mais non. Mais change d'heure, trou de balle, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, mais avant, il était 20h. Ouais, l'enseignant, il est 20h30. C'est pour ça que j'étais à la bourre tout à l'heure. Bon, en tout cas, dans ce dossier, je voulais évidemment vous faire un retour historique pour bien remettre les pendules à l'heure. Ça y est, ça c'est fait. Pour savoir d'où ça vient. Alors, tout le monde va vous sortir, ouais, c'était le choc pétrolier. Eh ben non, raté les gars, c'est encore bien avant. En fait, la première fois qu'on évoque un décalage horaire afin d'économiser de l'énergie, c'était le 26 avril 1784. Et vous savez, c'était par un Américain, Benjamin Franklin. Il évoque donc une possibilité de décaler les heures afin d'économiser de l'énergie et également de faire des économies de bougies. D'accord. Évidemment, son article comme ça tourne en dérision certaines idées farfelues. Et en fait, aujourd'hui, on appellerait ça un canular. Voilà. Ouais, Ensuite, les années... Ouais. Et 5 ans plus tard, vous décapitez Marie-Antoinette. Eh ben, c'est beau, ça. C'est beau. Bravo. Bravo, les gars. Comme quoi, on sait se barrer aussi pendant les temps de crise. Mais en fait, le premier décalage au monde, le premier décalage horaire qu'on a fait, je sais pas si des fois ils ont des bonnes idées, mais en tout cas, ça a été les Allemands qui l'ont instauré. Non, chut, on déborde pas. Ils l'ont instauré le 30 avril 1916. Ils savaient pas quoi foutre pendant ce temps-là. Donc ils disent, tiens, on va se faire un petit décalage horaire. Toujours évidemment pour les économies d'énergie. Mais on a Je rappelle la qu'à Première Guerre l'époque, mondiale.
Ouais, non, mais c'était comme ça, on perturbait sur le front à Verdun les obus qui devaient tomber à telle heure, on décalait 1 heure, comme ça ils tombaient 1 heure après. Et les Français étaient plus prévenus. Non. Et à l'époque, ben si, parce que le problème pénurie, etc. Et c'est vrai que le poste qui coûtait le plus cher était l'éclairage. Il n'y avait pas de télé, je vous rappelle, il n'y avait pas d'ordinateur et encore moins de voitures électriques. Ah bon? Donc, non, désolé de vous rappeler tout ça, mais en 1916, non. Le poste principal était en effet la lumière et à la limite la machine à laver électrique. Et encore, tous les foyers n'en avaient pas. Et encore, je dois dire une bêtise. Donc oui, voilà. parce que la machine à laver, je crois que c'était en 1950 que ça a apparu. 1950, d'accord. C'est pas Willy de Charlie la chocolaterie qui a inventé Bon, bref. Alors, donc voilà, donc c'est l'Allemagne qui a instauré la première fois ce changement d'heure. Ensuite, c'était le Royaume-Uni qui a instauré le British Standard Time, le BST, le 30 avril 1916, le même jour en fait. Donc voilà, c'est tout con. Hein. Et en France, 1916 aussi, le 14 juin. Un petit train de retard, voilà. Le 14 juin, on a. Donc ça, en fait, le décalage horaire en France date du 14 juin 1916. Alors, c'est quoi cette problème de choc pétrolier? C'est un peu borderline aujourd'hui. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la guerre de 39-45, la France était coupée en deux. Hein. Là, je vous l'apprends pas, on va pas refaire des cours d'histoire. Et ces condamnements. à plus d'un titre, oui. Mais là encore plus, c'est que ils avaient coupé la France en deux, et la France du Sud, pendant qu'ils ont décalé d'1 heure les pendules, les Allemands au nord décalaient de 2 heures. C'était pratique pour les trains. Mais non, mais tu le remets en plus. Et t'es chaud aujourd'hui, hein. La Première Guerre mondiale, la deuxième, le retard, les Allemands, les trains. Non, mais je te jure, ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes pour les trains. Je suis désolé pour le fait historique, ça posait des problèmes pour les trains. Ah ouais. Pour les heures, hein, voilà, c'est ça. Ça aurait pu être pire, hein. Oui. Voilà. Bon, bref. Donc ça a été abandonné par le gouvernement provisoire le 14 août 1945. Donc il n'y a plus de décalage horaire à partir du 14 août 1945. Et là, il y a eu le choc pétrolier en 1973. Et on est un petit peu long à la cogite et tout ça. Et on a réinstauré de nouveau l'heure d'été le 28 mars 1976. Donc 3 ans après le choc pétrolier. C'est dingue ça. 3 ans après, on se dit, tiens, j'ai une idée les gars. Ça a mis 3 ans à germer. Voilà. Donc ce décalage, cette heure d'été, cet horaire d'été, c'est parce que c'était pour qu'on puisse éviter de s'éclairer à la lumière. Maintenant, les mauvaises langues disent c'est plutôt pour profiter des loisirs un peu plus longtemps durant l'été. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié lorsqu'on a fait voter tous les Européens pour savoir si on gardait l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Et tout le monde a acté que l'heure d'été était beaucoup plus intéressant pour profiter des longues soirées d'été. Bon, très bien, vous allez me dire, informatiquement parlant, on s'en bat les cacahuètes. Moi, j'avais une précision à apporter très importante. Donc, la première machine à laver... Très bien. Très bien. Elle a été inventée en 1765. Super. Par Christian Schaeffer. Et la première machine à laver électrique avec un moteur électrique, parce qu'avant, à partir dans 1960 et quelques 66, l'Angleterre invente les machines à laver mécaniques avec des manivelles. La première machine à laver électrique a été présentée à la Foire de Paris en 1930, mais elles ne sont développées et commercialisées que à partir des années 60. D'accord, donc j'ai une connerie sur la machine à laver. Très bien. Donc c'était l'ampoule qui consommait le plus. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement d'heure ne s'est jamais fait entre 2 heures, enfin, de tout temps, il s'est jamais fait de 2 heures à 3 heures. En fait, avant 1976, c'était à 1 heure, il était 2 heures, et pour le passage à l'hiver, à 1 heure, il était minuit. Donc en fait, le changement d'heure se faisait à 1 heure. À partir de 1976, la date du changement d'heure était établie par journal officiel. Donc il n'y avait pas de règle, c'était simplement les ministres qui décidaient quand est-ce qu'on changeait d'heure. Et chose marrante, donc pour le passage de l'été, c'était toujours à peu près aux alentours de fin mars, début avril. Mais pour celui de l'hiver, en fait, c'était entre fin septembre et début octobre. Et c'est là où ils ont décidé que le changement d'heure se faisait à 2 heures pour le passage d'été. Donc à 2 heures, il est 3 heures. Et pour le passage en hiver, à 3 heures, il est 2 heures. Voilà. Et à partir de 1981, il a été établi pour la France que c'était l'heure d'été, c'était le dernier dimanche de mars, et pour l'heure d'hiver, c'était le dernier dimanche d'octobre.
Voilà. Mais par contre, une chose très intéressante, c'est que tous les pays qui appliquent ce décalage horaire ne le font pas à la même date. Donc il y en a qui le font, par exemple, il y en a, ça fait déjà 15 jours qu'ils ont fait ce décalage horaire. Et là, si vous le rapportez au niveau informatique, c'est un gros bordel. Hein. Moi, chez moi, il est 21h46, mais il y a une semaine, il n'était pas 21h46, il était 20h46. Sauf que moi, dans mon journal informatique, j'ai marqué 21h46. À 21h46, j'ai fait ça. Ouais, mais l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et là, il y en a certains qui commencent à comprendre en disant « Ah, c'est pour ça qu'on indique si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver avec le +1 ou +2 ». Ben non, raté, parce que +1 ou +2, ça veut dire le fuseau horaire que vous allez utiliser. Ce téléphone, je sais pas qui c'est qui grésille, mais il m'énerve. Donc, +1 ou +2, c'est pour dire le fuseau horaire, mais ça veut pas dire qu'il y a un décalage d'heure d'été ou d'hiver. Moi, si j'écris en été 21h47 +2, ça veut dire que j'ai fait un décalage de 2 heures par rapport au fuseau horaire. Et quand je dis +1, c'est je fais un décalage d'1 heure par rapport au fuseau horaire. Mais ça m'indique pas, ça veut dire que je change de fuseau horaire, c'est un peu bizarre. Donc en fait, en informatique, on va pas s'emmerder avec tout ça. On va soit indiquer le fuseau horaire où on se trouve, le fameux CET. Donc si on dit j'ai fait un décalage de +2, c'est par rapport au CET. Mais ce qui se passe maintenant, par convention, on écrit la date et l'heure par rapport au fuseau horaire CET. Et cette fois-ci, on ne dit pas si on est en heure d'été ou en heure d'hiver, on marque en CET. Par contre, certains veulent indiquer quand même si c'est l'heure d'été, et là, ils rajoutent un S, et on passe à CEST. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire un programme informatique qui gère l'heure. Vous le gérez en CET. Donc, vous êtes sur le fuseau horaire central, le méridien, et vous calez votre heure là-dessus. Par contre, la conversion, vous allez la faire quand vous allez l'afficher à l'utilisateur. Donc si l'utilisateur regarde un truc en hiver, il va avoir un décalage d'1 heure. S'il regarde le truc pendant l'été, il va avoir un décalage de 2 heures. Mais ça peut, évidemment, ça génère quand même beaucoup de confusion. Moi, je sais que je travaille avec un programme justement qui écrit ces journaux en mode CET, et c'est vrai, ou en UTC d'ailleurs, on parle d'UTC, et c'est vrai que c'est très compliqué pour le rapporter à l'utilisateur pour dire quelle heure réellement il était. Et c'est vrai qu'on a tendance à trop vite ce journal d'information, et on dit, ouais, par exemple, tu vois, dimanche à 21h48, non, attends, c'est un UTC. Oui, mais alors attends, c'était l'hiver ou c'était l'été? Donc il était réellement quelle heure? Et c'est vrai que c'est compliqué à décoder. Il faut vraiment avoir l'esprit bien câblé. UTC ou CET? Eh ben, c'est la même chose, UTC et CET pour l'instant. Voilà. Non, parce que tu parles de CET, mais ça, c'est l'acronyme français, on va dire. Ouais, Europe centrale. Voilà. Alors qu'on va plutôt, si vous voyez UTC, c'est la même chose. Et, en méridien. C'est juste voilà. En méridien. Donc, au niveau informatique, cette problématique de changement d'heure, on essaye d'y répondre par une problématique mathématique et date qui est difficile à comprendre, mais qui est nécessaire à mettre en place. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Il y a plein d'articles qui traitent de ça, notamment la page Wikipédia de Heure d'été, qui vous rappelle un petit peu ça, qui vous rappelle des faits historiques sympathiques, qui vous dit quel pays a abandonné également cette notion de décalage horaire. Mais c'est un beau bordel. Franchement, c'est un beau bordel. Et en Europe, on ne devait pas abandonner justement le décalage. Si, ça avait été voté en 2021. Il y en a qui disent que le Covid est passé par là et que les députés européens avaient d'autres chats à fouetter. Mais en fait, il n'y a personne qui veut le faire. Voilà, ça a été voté, mais il n'y a personne pour pousser en fait. Voilà. Les Allemands, j'ai envie de dire, ont été pour une fois intelligents. Ils l'ont abandonné en 2011. Ah ouais. Et la Chine, depuis 1992, ils l'ont abandonné. Voilà. Donc ces pays gardent leur heure légale. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir potentiellement 1 heure de décalage avec les Allemands. C'est ce que j'avais posé comme question. Ouais. Oui. Alors, je crois que les Allemands font le même décalage que nous, mais certains pays n'ont pas de décalage avec nous. Ouais. Allez. Voilà. Ça a été intéressant, oui. Mais écoute, ouais, passionnant. Enfin, je veux dire, je comprends mieux maintenant. Enfin, oui, déjà l'historique, c'était... Oui. Bon, très bien. Merci pour cet éclairage.
la semaine prochaine, je vous parlerai de fuseau horaire, pardon. Super, je serai là. Tu savais qu'il y avait un fuseau horaire qui avait un décalage de 4h51 ? Oui, il y en a même un qui a presque 24 heures, si je ne me trompe pas, non ? 14h. Il y en a un qui a un décalage horaire de 14h. Ouais, il y a même un truc comme quoi, par exemple, en Russie, tu as t'as 11 heures de décalage horaire sur tout le pays, je pense, si je me trompe pas, un truc comme ça. Et que manifestement, ils ont décidé quand même de caler l'horaire sur la capitale, ou en tout cas... Sur Moscou ? Je sais pas. Donc ceux qui sont en mer de Chine, qui sont en pleine nuit alors qu'il est 8h du matin. Ouais, mais si j'ai bien compris, par exemple, ils avaient dit les opposants au vote de Poutine, c'était à midi qu'ils devaient aller voter. Et donc, tu vois, je sais plus comment ça s'est passé, mais tu sais, genre, midi Moscou. Ah, ok, tu vois ce que je veux dire. Midi Moscou, ouais. Tu vois, j'ai cru comprendre que c'est un truc dans ce goût-là, quoi, tu vois. Ouais, le 4h51, c'était l'heure de Bombay. Bombay, en fait, aujourd'hui, c'est Mumbai. Et donc, ça a été abrogé. Et depuis 1906, ils sont passés à 5h30. Voilà. Donc, ils sont basés maintenant sur l'Indian Standard Time. Et pour le 14h, qui c'est qui est concerné ? C'est Kiki, aucune zone. Voilà, merci. Non, il y a pas une île ou quoi ? Non, c'est l'heure la plus orientale actuellement utilisée, donc on avance de 14h sur UTC. Et heure dit aucune zone n'utilise UTC 14, aussi bien dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. D'accord. Ouais, aucun pays. Ok, alors c'était pas... Ouais, voilà. Ok. Voilà. En fait, c'est si tu regardes sur la carte, c'est dans l'océan Pacifique, dans le sud de... En fait, il y a quelques îles, mais je me demande si elles sont habitées, en fait. À droite de la Pologne, d'ailleurs, c'est ça ? Non, plutôt à gauche du Pérou. À côté des îles Marquises, d'ailleurs. À côté de la Polynésie française, voilà. Ok, voilà. Oui, je vois très bien. Voilà, la Polynésie française a 10 heures de décalage, et c'est les îles... en fait, je pense qu'elles sont pas habitées, et eux, elles ont 14 heures. Et quand tu te trouves au pôle Nord ou au pôle Sud ? C'est qu'il y a une neige sur l'Himalaya, donc c'est de moins en moins souvent. Quand tu te trouves pile au pôle Nord ou pile au pôle Sud, là, quelle est l'heure que tu choisis ? Ça, c'est la question. Clin d'œil à Gaëtan, ceci est un tapis, Gaëtan. Voilà. Il savait pas ce que c'était un tapis musical. Il a pris ça dans le dernier Burger Tech. Et ben voilà, c'était encore un épisode très intéressant, n'est-ce pas ? C'est tout. On parle plus, c'est tout. On a, voilà, tu mets le jingle de fin, c'est bon, on va se casser, on va se mettre un suppo, et c'est ça ? Non, je veux bien manger des œufs de Pâques encore. Ok, d'accord, ça marche. Allez, alors, on y va. On n'a pas d'auditeurs qui nous ont écrit cette semaine ? Eh ben non, j'ai pas d'auditeurs qui m'ont écrit. Vous écrivez-moi avec votre fait divers sur Librement Linux Podcast. Allez-y, viendez. On a eu 744 téléchargements sur l'épisode précédent. Faites-moi péter ce compteur, s'il vous plaît. Mais non, autrement, non, j'ai des abonnés la semaine dernière qui se sont inscrits sur le fait divers, mais non. J'ai aussi le Tux masqué chez Mamotte qui aime mes messages également. C'est bien. C'est bien, mais non, j'ai pas eu de message, les gars. Non, aucun. Moi, j'en ai eu quelques-uns aussi d'encouragement sur la chaîne, par contre. Très gentil et très encourageant, comme d'habitude. Ah, génial, voilà. t'es un amour. Ouais, voilà, ouais, oui. Ouais. Ils sont Vous sympas. êtes des amours. Oui. D'ailleurs, merci. Moi aussi. Merci aux 31 personnes qui étaient présentes pour l'exposé samedi à la médiathèque de Chambéry. Jean-Jacques Rousseau, qui était, je vous rappelle, sur l'économie, le numérique, l'économie et l'éthique, voilà, qui était présenté par l'association Alpinux. Donc merci à vous tous, ça nous a fait plaisir. L'échange était très constructif, très sympathique. Cool. Voilà. Vous avez d'autres annonces ? Non ? Une petite promo ? Non ? Vous avez mangé des œufs ? Ça va ? La chasse était bonne ? Sous la pluie. Putain, tu sais ce qui me fait peur avec toi ? C'est que quand tu commences une phrase, tu dis « Vous avez mangé des œufs ? Ça va ? La chasse ?» Alors heureusement que t'as pas omis le « i ». Tu vois ce que je veux dire ? Dans ta phrase, tu vois ? Parce que les œufs... La chiasse, oui, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est parce que je voulais m'assurer que tout le monde avait compris ma blague de merde. C'est important de souligner les blagues.
Comme vous avez compris, Libre Linux, c'est de la bonne humeur sur le salon Matrix également. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec notre bonne humeur. Et puis l'équipe de choc, le Tux masqué et Steve. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bah ouais. Bye tout À le la monde. semaine prochaine. Bye. Je crois que je sais c'est qui avait un GSM qui n'arrêtait pas. C'est toi. Je suis désolé. Parce qu'en fait, moi, j'ai jeté mon GSM à travers la pièce non, qui est mais- de l'autre côté. En fait, quand t'as dit GSM, en fait, Ça fait tilt. Ah, mais c'est moi, j'ai un téléphone portable. Allez, vas-y, frappe-moi. Je ferai un dossier d'ailleurs sur les gens, la terminologie de GSM, de Natel. Ah merde, oui c'est vrai, merde, GSM c'est vrai, oui c'est vrai. Oh, autant pour moi les gars. Oui, smartphone, hein, smartphone en français. Voilà, autant pour moi les gars. Global System Device. Non, Global System Mobile, voilà c'est ça. GSM. Linux, t'as oublié. Non, il n'y a pas, cherche pas. Allez, on va couper, c'est bon.